Suivez la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé aujourd'hui à l'hôtel du Fleuve Congo la cérémonie de fin des travaux du séminaire gouvernemental. Ce séminaire de 2 jours a eu comme objectif principal le renforcement des capacités des membres de l'exécutif national pour une plus grande efficacité de leur travail au service de la population, comme l'a rappelé le chef de l'État dans son discours de clôture. Ce séminaire avait pour thème construire un État fort, prospère et solidaire sur la bonne gouvernance et l'économie. Nous y reviendrons en longueur dans les prochaines éditions d'information. Tête-à-tête, président de la Cour constitutionnelle de Dieudonné Kamoleta, commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alunga Boni. Ce dernier est venu présenter ses civilités au président de la Cour. Les deux personnalités ont saisi l'occasion pour parler de la collaboration entre la police et la Cour. Commentaire, Jean-Pierre Nolodé-Mazou. Par le chef de l'État, le commissaire général est venu présenter ses civilités au président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, étant donné que la police est liée à la justice. Après s'être entretenu avec son hôte de marque, le commissaire divisionnaire principal Alunga Boni s'est confié à la presse. Durant notre entretien de la part du président de la Cour constitutionnelle, nous avons eu des recommandations conformément à la Constitution, parce que nous avons des attributions constitutionnelles. Et monsieur le Président nous l'a rappelé, que nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes obligés de la justice. Et si la justice ne marche pas, c'est que quelque part la police n'a pas marché. C'est parce que l'état de droit n'est pas seulement l'apanage du magistrat, mais aussi l'apanage de la police qui est auxiliaire de la justice. Le chef de la police nationale congolaise a à l'occasion rassuré tous ses compatriotes. Les Congolais, d'après lui, peuvent compter sur la police nationale. Il convient de préciser qu'après l'entretien à huis clos entre le président Kamoleta et le général Alunga Boni, les deux collaborateurs de ce dernier ont rejoint les deux personnalités pour d'autres échanges. L'appui à la gouvernance inclusive et des investissements nécessaires, c'est le thème d'un café de presse organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement et les professionnels des médias cadres choisis, le siège Les Sonia du PNUD de la RDC, Manita Mangoulou. Au cours d'un café de presse, le représentant résident du PNID en RDC, Damien Mama, a indiqué qu'avec les moyens de ses ressources naturelles, la RDC est capable de se doter sa politique de développement et améliorer les conditions de vie de sa population. Les 3 ou 4 dernières années, il faut rappeler, les indicateurs sur les ressources publiques ont triplé. Ainsi, pour garder l'élan et faire mieux, il faut un bon choix de citoyens censés accompagner cette politique contenue dans son plan national de développement qui définit les priorités en matière de transformation de la RDC avec une stratégie de bonne gouvernance démocratique et la transformation économique en se servant de leviers aussi bien humains, les ressources naturelles que les systèmes de gouvernance avec les dirigeants qui doivent bien jouer pleinement leur rôle. Et toujours penser vendre la RDC à la proportion de sa taille. 3 programmes où intervient le PNID en RDC, notamment la croissance économique et développement durable, la gouvernance dans son ensemble, socle de la politique publique et le secteur de la sécurité pour un environnement apaisé. Et le 3e concerne les investissements nécessaires en vue de permettre aux populations locales et au gouvernement de libérer les énergies renouvelablement pour enclencher un processus de développement local. Pour Damien Mama, les médias sont aussi agents de développement car ils ont un rôle à jouer pour aider le PNID en République démocratique du Congo dans sa mission. La maison a été achetée par le gouvernement congolais. Cette luxueuse villa du chanteur congolais Papa Wemba décédé, située dans les hauteurs du quartier chic de Macampagne, dans la partie ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est transformée en musée de la rumba congolaise. Et bien, les clés de cette résidence ont été remises au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Jen Balaka. Frédéric Nzibou pour le reportage. Les clés de la résidence ayant appartenu à feu Papa Wemba, achetées en 2022,
par l'État et déclarées musée de la rumba congolaise ont été remises au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu Fura, à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la musique, date commémorative de la disparition de l'artiste congolais. Le rôle premier de ce musée de la rumba est d'y rassembler, d'y classer les collections des objets rares et précieux de toute l'histoire de la rumba. Les collections scientifiques, techniques, artistiques qui ont fait parler de Papa Wemba et de tous les autres musiciens y seront conservées afin de les protéger et les montrer à tous ceux et toutes celles qui voudront le voir et le contempler, a fait savoir la ministre Catherine Katungu Fura. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait décidé de faire de la résidence de l'illustre disparu un musée de la rumba, patrimoine de l'État congolais, rattaché à l'Institut des musées nationaux. Ainsi, en date du 7 avril 2022, le ministre de la Culture avait concrétisé cette objectivité et aujourd'hui, 24 avril 2023, elle remet officiellement les clés de cette maison au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo. Pour elle, dans ces musées, le gouvernement compte placer un studio moderne d'enregistrement audio et vidéo, ainsi qu'un complexe de la mode et du style de vie creusé de la SAP. La ministre de la Culture a rappelé que depuis 7 ans, l'Afrique honore cette journée d'autant plus qu'il s'agit de la mémoire d'un compatriote qui était ainsi honoré. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a décidé de faire de la résidence de l'illustre disparu un musée de la rumba, patrimoine de l'État congolais, racheté à l'Institut des musées nationaux. Rien ne pourra à ce jour stopper le train des élections déjà sous les rails. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didier Manara Linga, l'a dit à l'occasion du lancement de la journée porte ouverte consacrée ce mardi 25 avril à l'ouverture aux professionnels des médias. Durant 8 jours, les parties prenantes au processus électoral s'assureront de la transparence dans le toilettage du fichier électoral. Voilà qui justifie la tenue des journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale indépendante lancée ce mardi 25 avril 2023 par le deuxième vice-président Didier Manara Linga dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou. Ces journées portes ouvertes permettront aux parties prenantes impliquées au processus électoral d'obtenir à la source la bonne information en lien avec l'opération de nettoyage du fichier électoral. Dans son allocution, Didier Manara Linga a relevé que la CENI a déjà franchi le cap irréversible des élections générales prévues en décembre 2023. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité devant tous nos partenaires dans le processus électoral. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou au candidaton, la CENI a ouvert ses portes et veut aujourd'hui que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Je déclare ouvertes les journées de portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Pour sa part, le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Nteyamoulela, a résumé les axes dominants de cette activité. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national Toto Mbik Totokani a indiqué que cette activité a l'avantage de faire valoir la transparence. Les premiers à être honorés au cours de ces premières journées sont les professionnels de médias. Pour clore cette première journée, après les échanges au cours desquels la CENI a répondu aux questions des communicateurs, tous ont visité le Centre national de traitement où s'effectue le toilettage du fichier électoral. Et la deuxième journée de ces activités a été consacrée aux représentants des missions d'observation qui ont visualisé le travail en cours du toilettage du fichier électoral. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions d'information. Désormais, un nouveau siège de la Fondation Jean-Claude Sungula est disponible dans la commune de Bandalungwa. Les membres de cette structure qui vise l'octroi des crédits aux petites et moyennes entreprises viennent d'être installés par son président Eric Kabama pour le reportage.
Quelques mois seulement après son lancement, l'installation de comités fédéraux de la Fondation Jean-Claude Sungula s'intensifie à travers la ville de Kinshasa. Comme annoncé lors de la précédente journée porte ouverte, le président de cette structure et toute son équipe étaient de séjour à la commune de Bandalungwa pour installer les membres de cette structure. Ces nouveaux membres auront pour mission de pérenniser l'action de la Fondation axée essentiellement sur l'octroi des crédits pour financer les petites et moyennes entreprises congolaises afin de créer des millionnaires congolais comme le veut le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Fondation Jean-Claude Sungula continue à installer les comités locaux dans les districts de Kinshasa. Là, nous sommes dans la commune de Bandalungwa où nous avions été réussis et nous venons d'installer le comité des Bandal qui va œuvrer pour la communication afin de réunir les membres autour de la fondation qui porte le nom de Jean-Claude Sungula. Le souci est de pérenniser l'action. Pour autant que la Fondation Jean-Claude Sungula a une vocation nationale, nous serons dans tous les districts de la ville de Kinshasa. Une cérémonie d'installation précédée par un jeu de questions-réponses entre le président Jean-Claude Sungula et les habitants du district de la Funa pour dissiper tout malentendu sur la mission et le rôle de cette structure. La prochaine étape sera la commune de Selembao où les différents comités de la Fondation Jean-Claude Sungula seront installés par le président. En santé, la recherche sur la domestication du protocole de Maputo en RDC. Le lancement officiel a eu lieu à l'hôtel Rotana de la Gombe, organisé par AIPAS ONG International. Cette conférence réunissait les experts de l'école de santé publique Sciences de santé de l'université suédoise. Toto Célestine Songo pour le reportage. Les avortements clandestins demeurent une question de santé publique préoccupante au niveau mondial. Les avortements dangereux représentent environ 1 décès sur 7 liés à la grossesse et à l'accouchement. La République démocratique du Congo est parmi les 6 pays qui contribuent au taux de mortalité maternelle mondiale. Selon l'étude menée en 2016 à Kinshasa, le taux d'avortement a été estimé à 56 interruptions pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. C'est ce qui justifie la tenue du lancement officiel de la recherche sur la domestication du protocole de Maputo en République démocratique du Congo avec l'appui de l'ONG internationale AIPAS. La directrice nationale du Programme national de santé de la reproduction, Anne-Marie Toumba, a affirmé que les soins complets d'avortement centrés sur la femme font partie des soins primaires pour la femme. Le directeur pays a parlé sur les attentes que compte initier l'AIPAS. Il était important, 5 ans après sa publication au journal officiel, de pouvoir s'asseoir et comprendre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, quelles sont les stratégies qui ont marché, quelles sont les stratégies qui n'ont pas marché, qu'est-ce que nous devons ajuster pour les 5 prochaines années. L'engagement de la jeunesse congolaise sur la dissémination du protocole de Maputo par une approche combinée, l'approche analogique qui est le non virtuel et numérique. D'où la sensibilisation sur terrain auprès de la communauté et mener des campagnes en ligne autour de l'avortement sécurisé pour contrecarrer le mythe et rumeurs qui circulent sur la question. Les prestataires de soins de santé de la Chopo sont à l'intérieur de formation. Ils renforcent leur capacité en soins complets d'avortement par la femme. C'est le ministre provincial de la Santé qui a lancé officiellement ces travaux. À l'ouverture de ces assises de 5 jours, il est question de développer les compétences des participants à dispenser des soins complets d'avortement de qualité centrés sur la femme, à conformité avec les cadres légaux et réglementaires en RDC. Pour la santé de la reproduction et la mise en place d'un plan de suivi post-atelier pour une formation continue sur site par la pratique sur cliente réelle. Le ministère provincial de la Santé publique avec à sa tête Bernadette Foura qui organise cette session de formation dans le go de cette activité avec l'appui des AIPAS. Mon souhait le plus ardent est de voir le taux de mortalité maternelle être réduit au travers des actions que mène AIPAS pour que les femmes et les jeunes filles ne puissent plus courir le risque de perdre leur vie à cause des avortements clandestins ou non sécurisés. Cet atelier de formation de 5 jours, organisé dans le but de combattre la mortalité maternelle à cet effet, la coordonnatrice provinciale du Programme national de la santé de reproduction de la Chopo, pour sa part, Dr Céleste Iyango, point focal à IPAS Est concernant les choix pour ses assises à la Chopo, l'explique.
la justice reproductive constitue notre cheval de bataille. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour déployer une série d'activités, les magistrats, les communautaires. Et pour nous, c'est une occasion de créer un environnement, que ce soit légal, politique, tout comme sanitaire, et qui répond vraiment aux normes pour sécuriser la loi. 20 des prestataires participent à cette formation de renforcement des capacités appuyée par IPAS qui souhaite contribuer à la réduction des décès dus à la mortalité maternelle dans la province de la Chopo. C'est un engagement à saluer d'investir au pays. La diaspora congolaise apporte sa contribution en faveur de la reconstruction du système de santé. C'est dans ce sens que le personnel de santé apporte leurs connaissances acquises au pays. Les étoiles a été créée dans le but de pouvoir apporter la qualité des soins en République démocratique du Congo. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée par les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les kinés et plusieurs personnels au sein du corps médical. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué qu'au Congo, lorsqu'un patient est à l'hôpital, ce sont les familles qui viennent aider ces personnes-là hospitalisées à donner les repas, à faire la toilette. Et pourtant, nous qui vivons dans ces pays occidentaux, ce sont les personnels soignants qui s'en occupent. Les missions de l'association Étoiles sont diverses et variées, entre autres le maintien de l'autonomie de nos patients qui sont dans les établissements de santé et aussi l'administration des soins à toutes ces personnes, à nos patients comme nous les appelons. Et évidemment, nous avons aussi notre mission qui est capitale, c'est d'apporter des soutiens financiers, moraux et les soutiens physiques aussi par notre présence. Et il y a aussi les soins que nous apportons pour des personnes qui sont en fin de vie. Et dans cela, nous ne pouvons pas oublier la grande mission qui est d'apporter l'information à toutes ces personnes pour qu'ils puissent connaître ces métiers des soignants, l'importance de la présence des soignants dans le milieu hospitalier. Et évidemment, pour apporter cette information, nous organisons des conférences. Ils sont très nombreux à adhérer le parti politique Union pour les valeurs tshisekidistes dans la commune de Limete. Cette activité a permis également aux différents cadres de la famille politique, de cette famille politique, de sensibiliser les membres de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle sur la vision du chef de l'État. Reportage. Dans le but d'accorder un second mandat et une majorité parlementaire écrasante au chef de l'État aux futures élections, la présidente provinciale ville de Kinshasa de l'Union pour les valeurs tshisekidistes, Lydie Patricia Loukeba, s'est entretenue ce dimanche 23 avril avec près de 1000 personnes fidèles de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle du pasteur Israël Panganga, située à la 6e rue Limete sur l'idéologie et la vision de l'UVT, ainsi que les choix utiles de sa personne à la députation nationale dans le district de Moamba et de M. Martin Loabeya à la députation provinciale dans la commune de Limete. Nous sommes à 2 pas des élections. C'est quand même normal de parler avec notre base Moamba. Nous leur avons dit bien se préparer, voter utile. Nous remercions le pasteur, le visionnaire de l'église Arc-en-Ciel, le pasteur Israël Panganga, qui nous a reçus vraiment avec un accueil chaleureux. Et toute l'Église nous a acceptés comme leur candidat. Cependant, l'Union pour les valeurs tshisekidistes est un parti qui marche selon les principes et valeurs prônés par le fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Les Congolais acquis au progrès rejoignent le cercle de l'Union sacrée. Ce parti qui porte la vision du chef de l'État a signé la charte constitutive de l'Union sacrée. Au portage, Cédé Kenina. L'option a été levée. Les partis congolais acquis au progrès CAP rejoint le bateau de l'Union sacrée pour un but. Soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La signature de la charte constitutive de l'Union sacrée est la preuve documentée de cette appartenance. Nous avons eu pratiquement 4 années à observer la façon de travailler du chef de l'État. Et nous avons été soulagés de voir que ce digne fils du pays, en lui, cette volonté de pouvoir améliorer la situation économique et sociale des populations. C'est pourquoi
nous avons aussi voulu, en tant que CAP, nous avons aussi cette vision d'avoir l'homme au centre de nos actions. Nous avons voulu marcher avec le chef de l'État et lui assurer la majorité utile pour que le mandat qu'il va assurément arracher pour le mandat prochain, qu'il puisse avoir les outils et la facilité voulue pour mener à bien ses actions. Les 4 ans d'observation a permis au CAP de se donner une orientation claire et nette de l'avenir du pays et de faire un choix pour le reste de l'histoire du pays. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est le thème développé cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Dans la province de la Chuapa, le gouverneur a lancé officiellement les activités liées à cette journée et a exhorté le corps médical à la prise en charge des malades pour éviter les décès à l'horizon 2030. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. La Chuapa vient de célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette activité s'est déroulée à l'hôtel Kokolo, où le gouverneur de la province, Pancras Bongonkoy, a donné le go de cette activité. Dans toute l'étendue de la province relative à cette maladie, étaient présentes à cette cérémonie des autorités politico-administratives, le partenaire du système de la santé œuvrant dans la province de la Chuapa. Dans son mot de bienvenue, le médecin-chef de division provinciale de la santé, le docteur Jean-Paul Matela, a demandé au chef de l'exécutif provincial son soutien pour contribuer dans l'accélération du projet dans la lutte contre la tuberculose. Prenons la parole à son tour pour la circonstance. Pancras Bongonkoy a indiqué que plus de 5300 nouveaux patients atteintes de la tuberculose ont été enregistrés en 2022 et plus de 200 personnes ont perdu la vie. L'autorité provinciale demande qu'il y ait un accès équitable aux soins de tuberculose en vue de l'éliminer totalement à l'horizon 2030. Durant une semaine, les agents du ministère des Finances provincial de Tikapa, les membres de la société civile et les agents de différents services d'assiette vont élaborer le projet portant sur la reddition des comptes pour l'exercice 2022, travaux initiés par le gouvernement provincial d'appui technique et financier du projet encore. Franklin Kalombo. Aux articles 180, 181 et 185 de la loi des finances publiques, l'exécutif provincial du Kasaï organise à Chikapa un atelier de 7 jours sur l'élaboration d'un projet de 10 portant reddition des comptes de la province du Kasaï pour l'exercice 2022 avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration du recouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, encore en sigle. Dans sa prise de parole, Bowenga Efonge, coordonnateur provincial du projet encore, a exhorté le ministère concerné, les services d'assiette, la DGRCAS, les acteurs de la société civile ainsi que d'autres parties prenantes de bien vouloir contribuer au développement de la province du Kasaï. De son côté, Maître Alain Tchissounou, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim du gouverneur de province, qui a ouvert ses assises, a appelé les uns et les autres à une conscience professionnelle et aussi à avoir un sens élevé pour parvenir à atteindre les objectifs poursuivis. Je tiens particulièrement à relever ici un point qui paraît indéniable à mon sens pour la réussite des travaux que vous appelez à faire. Il s'agit du décret de collaboration qui doit réunir entre les institutions et les services financiers qui sont les premiers concernés à jouer un rôle qui leur est dévolu. Signalons que ce projet de 10 portant reddition des comptes de la province du Kasaï sera transmis à la Cour des comptes pour la conformité et approbation. Il a regagné lundi dernier sa province après un séjour de travail passé à Kinshasa. César Limbaya, gouverneur de la Mongala, a dès son arrivée annoncé que les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 débuteront bientôt. Conduit par cette marée humaine, en passant par les avenirs Équateur et Aérodrome, le numéro 1 de la Mongala a pris d'assaut l'esplanade du gouvernorat où il s'est adressé à cette foule monstre. Du haut de la tribune, Maître César Limbaya Mbangissa a indiqué que son voyage a été très bénéfique pour l'ensemble de la population de la Mongala. Il a rassuré qu'une enveloppe d'argent
est logé dans la banque commerciale Rambank, agence de Bumba, pour la réhabilitation de la RN6, tronçon compris entre Akula, Lissala, Bumba et Bunduki, ainsi que la réhabilitation de la voirie urbaine et les travaux de l'ITAT érosive à Lissala. Ces travaux seront respectivement exécutés par l'Office des routes et l'Office des voiries et drainage OVD Mongala. Maître César Limbayambangissa a également annoncé l'arrivée imminente à Lissala de bis Trasco destinés pour la Mongala. Profitant de cette occasion, le chef de l'exécutif provincial de la Mongala a invité les habitants de cette province à enterrer la hache de guerre et à bannir les querelles intestines qui ne profitent pas au développement et attirent la Mongala vers le bas. Une réunion extraordinaire tenue à Kinshasa par la jeunesse nationale de la mutualité des Bavu, une localité de la province du Sud Kivu. Une occasion pour elle de saluer la réhabilitation du gouverneur de cette province, Théo Ngwabidi Kassi, et la décision de la Cour constitutionnelle pour cette réhabilitation. Une information développée dans ces propos recueillis par Eric Kabamba. La JNMOA constate avec satisfaction que Théo Ngwabidi Kassi est l'un des vaillants gouverneurs que la province ait connu après la mort du professeur Jean-Charles Magabe Mwenena Kiumba et consort, car il a su maîtriser les domaines de la sécurité. Il s'inscrit correctement dans la vision du chef de l'État. Il se bat pour l'amélioration du social de la population de sa province et travaille avec tout le monde. La JNMOA félicite le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, qui a compris que la province doit aller de l'avant dans le respect des lois de la République, y compris les arrêts et décisions judiciaires, et cela pour consolider un véritable état de droit prôné par le magistrat suprême. C'est ici l'occasion de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veille jour et nuit à la stabilité et au bon fonctionnement des institutions, tant nationales que provinciales, et cherche toujours l'équilibre entre communautés. La JNMOA remercie sincèrement les députés provinciaux pour avoir rejeté totalement la dernière motion haineunement montée contre le gouverneur de province, car la stabilité, la paix et la cohabitation entre communautés n'ont pas de prix. La JNMOA est désormais vigilante et déterminée à s'occuper de toute tentative de marginalisation, car un peuple qui ne revendique pas ses droits est voué à la disparition. Venons-en à cette cérémonie d'adieu organisée dans le Haut-Katanga. Il s'agit des corps des nécessités enterrés hier à Lubumbashi en vue de vider la morgue de Senwe après une panne électrique du compresseur. C'est depuis près de 2 semaines que la chambre froide de la morgue de l'hôpital général de référence Janson Sendwe est en panne. Consécutivement à cette situation, un communiqué de la mairie de Lubumbashi est passé plusieurs fois sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC locale pour rappeler les différentes familles à identifier les corps et enterrer dignement le leur. Pour l'instant, l'urgence exige que cette morgue soit vidée pour être mise en état au plus vite que possible, car d'une grande utilité, d'une grande capacité d'accueil et d'un prix le plus bas sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Cette morgue est donc d'utilité publique et mérite une réparation tout azimut. Pour l'instant, le ministère provincial de l'Intérieur et la mairie de Lubumbashi, en collaboration avec le parquet, la police et l'auditorat militaire, ont finalement décidé d'évacuer les 45 corps ce mardi 25 avril 2023. Voilà qui justifie la présence à la morgue du ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mutandala, du maire adjoint de la ville de Lubumbashi, Diostunda Kazadi, et de plusieurs autres autorités judiciaires, policières et militaires. Les 45 corps sont principalement des prisonniers, des nécessités, ceux n'ayant pas de moyens suffisants pour enterrer le leur et ceux n'ayant pas de famille présente à Lubumbashi. Ils ont été enterrés en toute dignité au cimetière de Kachamata à Lubumbashi après plus ou moins une année passée à la morgue. La mairie a établi les actes de décès et les permis d'inhumation après le feu vert donné par le parquet général de Lubumbashi pour la levée des corps et l'inhumation.
Déjà, la mairie de Lubumbashi a déjà mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réparation du compresseur de la chambre froide du funérarium de l'hôpital Sendwe. Avant sa réouverture, la mairie prévoit d'intenses travaux d'entretien qui ne prendront pas du tout assez de temps. Et cela est fini pour cette édition réalisée par Yolande Voka Ramadan Poki. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Merveille Mikomo pour sa touche rédactionnelle. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite des programmes sur la chaîne nationale.